Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique, de santé. Nous allons parler d'entrepreneuriat au féminin, nous allons parler de psychologie de Mami Ayuda, nous allons parler de business intelligence ou d'intelligence économique. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 146, c'est parti. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 femme. Oui, voilà. C'est l'émission Femmes où on se regarde dans les yeux. Voilà ce que je disais à mes invités. Parce qu'il y a toujours une histoire. Il y a plein de caméras sur le plateau de Zitata et de Femmes. Donc on ne sait pas quelle caméra on regarde. Voilà, mais on se regarde dans les yeux, comme dirait l'autre. En tout cas, je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau deux femmes, comme d'habitude, mais des femmes inspirantes et extraordinaires, comme d'habitude. Il y a à ma droite, on va commencer par elle parce qu'elle nous visite. Elle n'est pas de Martinique. Laetitia Makida Gadi. Comment ça va, Laetitia? Ça va très bien. Ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau de Femmes. Bienvenue à Fort-de-France, en Martinique. Merci. Tu vas nous dire pourquoi tu es de passage chez nous. En tout cas, on est vraiment heureuse que tu sois là. Et puis, il y a face à toi Cathy François. Comment ça va, Cathy? Ça va, merci. Ça va? Oui. Toi, tu n'es pas de passage? Non, j'habite là. Je vis là. Est-ce que tu peux nous expliquer, on est dans le temps des présentations, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Cathy François, je suis martiniquaise, donc, et fière. J'ai deux jeunes hommes, maman de deux jeunes hommes maintenant. Je suis également psychologue. J'ai mon cabinet à Trinité. Ça s'appelle Belle Ballon. Belle Ballon. C'est le cabinet Belle Ballon. C'est le cabinet Belle Ballon. Et je suis également auteure de livres jeunesse sous le Kennedy de Mami Ayuda. Voilà, il y en a quelques-uns. Donc, il y en a sous trois. Le Kennedy, il y en a trois. Donc, le premier, c'était Apprentissage, donc prix littéraire Fête Cannes-Maryse Condé Jeunesse en 2018. Le deuxième, sous le Kennedy, Même pas peur de Mami Ayuda. On va en parler largement tout à l'heure. Et puis, Sensible. Donc, il y a toujours un jeu de mots. Un jeu de mots, exact. Voilà. Et alors, juste quand même, comme on a en face de nous quelqu'un qui va nous dire d'ailleurs qui elle est, est-ce que tu peux dire à Laetitia pourquoi tu te dis fière d'être martiniquaise? Je crois qu'en fait, en partant à l'étranger, parce que je suis allée, j'ai fait mes études en France, je suis restée un petit peu à l'étranger. Tu as aux États-Unis notamment? Oui, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et en fait, je crois en prenant un peu de recul, on prend conscience de la richesse de notre culture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, je revendique mon identité martiniquaise. Alors dis-lui, parce qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas, c'est la première fois. Vends-ton là. Exactement. Cathy, vends-nous. Que Laetitia dise qu'elle reste là, elle n'est pas capable encore. Alors la Martinique, je suis fière d'être martiniquaine. Pourquoi? C'est quoi la richesse? La richesse de notre Martinique, c'est à la fois au niveau culturel, au niveau culinaire, géographique. Il y a de superbes plages, des endroits magnifiques, des montagnes, du vert, tu vas du nord au sud, tu as des endroits plus verts, des endroits plus chauds. Après, au niveau... tu peux m'aider aussi. Au niveau historique, on a une histoire il y a l'Afrique d'ailleurs. Toi, tu es d'origine africaine et française. Mais au niveau intellectuel, on a de grands hommes. Tu as déjà entendu parler de Césaire, de Fanon, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as entendu parler de Glissant, tu as entendu parler de Chamoiseau, tu as entendu parler de Suzanne Roussy-Césaire, oui, René Ménil, etc. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la bouffe, manger? Voilà, et tu vas nous parler de tes spécialités peut-être. Manger aussi bien salé, le boudin créole, les acras, le tinelambori, le macadam, le migan de fouille à pain, le chelou, les pâtés bananes, le pâté coco. Bon bref, c'est pas une émission le lambi. Il faut tomber sur des personnes qui savent bien préparer le lambi, parce qu'il faut battre bien le lambi et puis il faut qu'il soit bien grillé à point. Et puis qu'il y ait une petite sauce chien qui soit quand même bien relevée. Parce que s'il n'y a pas de petit piment dedans, quittez ça tomber. Tu ne parles pas créole. Mais laisse tomber. Bon, on va revenir tout à l'heure. Oui. Voilà. Laetitia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors moi, je suis Laetitia Makitangadi, je suis originaire du Gabon, je suis née en France, je suis mère de trois enfants, j'ai des jumeaux de 11 ans et une petite dernière de 4 ans, je suis mariée. Félicitations. Merci. Et voilà, donc je disais que je suis médecin gynécologue de formation, je réside en Belgique. Et je suis aujourd'hui en Martinique dans le cadre de l'organisation du congrès de l'entrepreneuriat féminin qui est organisé par Aurélie Alama. Et je suis partenaire de l'événement, participante aussi pour la deuxième fois parce que j'ai déjà eu l'occasion de participer à l'événement qu'elle a organisé à Paris. Et je suis très contente. C'est la 5e édition. Là, c'est la 5e édition en Martinique et je suis très contente de pouvoir être là pour cette 5e édition en Martinique. Et alors, donc, tu es née en France. Oui. Tu as dit que tu étais franco-gabonaise. Mais tu es aussi la Belgique, c'est quoi le... Donc tu vis en Belgique? Alors, je vis en Belgique. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait toute ma petite enfance, mon primaire, mon secondaire au Gabon. Ensuite, je suis allée à Bamako, au Mali, où j'ai fait mes études de médecine générale. J'ai obtenu mon doctorat de médecine au Mali. Ensuite, je suis rentrée au Gabon. J'ai travaillé un peu moins de 5 ans, la place. J'ai eu mes enfants, je me suis mariée. Et puis, je me suis inscrite justement en Belgique pour mon master de spécialisation en gynécologie dans le cadre d'une coopération entre le Gabon et la Belgique. Donc j'ai obtenu mon master de spécialisation en Belgique et il s'est avéré que juste à la fin de la formation, mon conjoint a eu une belle promotion qui l'a emmené à nous rejoindre en Belgique et donc à s'installer. Et c'est ça la petite histoire pour laquelle Et alors, donc, si tu es donc partenaire, tu vas nous expliquer en quoi tu es partenaire de la 5e édition du Congrès de l'entrepreneuriat, c'est au titre à la fois de ton parcours de médecin, mais aussi de ton parcours d'entrepreneur. Parce que tu as créé un cabinet de conseil, qui est spécialisé donc, dans finalement le lien entre business et santé. Semen, ça s'appelle Semen. Semen Africa Consulting, disons que c'est un cabinet de conseil en intelligence des affaires, c'est vraiment fait de l'intelligence économique et le cabinet en fait est dédié à promouvoir les investissements sur le continent africain à la base. L'équipe est pluridisciplinaire et donc on propose une expertise qui est médicale, hein, le médecin que je suis, économique et stratégique. Et donc, comment l'expliquer de façon courte? On travaille en identifiant les opportunités d'affaires sur le continent, due diligence, compliance et tout ce qui va avec, donc l'ensemble de la chaîne de valeur du projet. Et avec ma casquette de médecin, j'ai décidé de mettre quand même un accent un peu particulier sur tout ce qui est investissement dans le secteur de la santé en Afrique. Oui, parce que ce secteur, on va peut-être y venir plus longuement en deuxième partie, mais quand on parle de l'Afrique, donc on a une vision d'un continent, parce que l'Afrique c'est vaste. C'est vaste, oui. C'est très vaste, il y a plusieurs Afriques. Bien sûr. Et d'une part, mais quand même, on se dit qu'il y a en fait, on a en tête une croissance qui peut être dans certains pays extrêmement rapide ou forte ces dernières années, alors que sur d'autres continents, on stagne, le continent européen notamment, il y a d'autres types de problèmes, n'est-ce pas? Et puis aussi la question de l'accès à la santé, la question de la vaccination, par exemple, qui crée des opportunités. C'est ça. C'est ça. Oui. Exactement. Et dans quel type de domaine, finalement, les opportunités en matière de santé, toi qui interviens dans ce domaine-là? Il faut dire que les opportunités, elles sont vastes parce que les systèmes de santé, de façon générale, ils sont lacunaires et il y a beaucoup de faiblesses. Donc après, les besoins vont varier d'un pays à un autre, mais de façon générale, la demande, le besoin est existant, je dirais, à tous les niveaux, sans parler des pays africains qui sont considérés comme des pays déjà émergents. Le Maroc, d'ailleurs, en fait partie, l'Afrique du Sud. On n'a plus tout à fait les mêmes genres de problématiques. Mais quand on va se rapprocher, par exemple, du Gabon, qui est mon pays d'origine, d'autres, la Sierra Leone, par exemple, voilà, les besoins sont un peu plus prononcés pour des raisons diverses, contexte économique, politique, ce qu'on veut. Et donc, voilà, on travaille vraiment en fonction des besoins qui sont spécifiques d'un pays à un autre. Alors, je vais te paraphraser, parce que j'ai piqué ces éléments-là dans un article publié le 31 avril 2024 par Afrique, le magazine en ligne Afrique. Donc, c'est toi qui l'as écrit. Oui. Donc, tu dis l'une des principales études de l'OMS qui date de 2018 résumait ses faiblesses. Donc, on parlait de la faiblesse du système de santé africain par des chiffres, avec ces chiffres frappants. Le continent africain regroupait 25% des malades à travers le monde, alors qu'il ne représentait que 3%
des personnels de santé, 2% des médicaments et 1,3% des investissements financiers mondiaux dans l'économie de la santé. Donc clairement, aujourd'hui, pour l'usager des services de santé ou bien le patient de certains pays africains, on a parlé de ceux qui étaient développés, mais ceux qui sont moins développés. Le moins développé. Il y a un intérêt à voir effectivement venir des gens proches pour pouvoir développer une offre de santé, aussi le dépistage, la vaccination, la prévention, etc. Et la formation, à la fois répondre aux besoins et aussi former des gens et des professionnels. Exactement. Et puis pour ceux qui investissent aussi. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est Big Pharma qui investit? On commence à rentrer dans le cœur du sujet. C'est après la deuxième partie. Est-ce que tu es pas un agent de Big Pharma, Laetitia? Non, pas du tout. Ça, je te rassure tout de suite. Mais voilà, ils ne sont pas les seuls. C'est sûr que... C'est Sanofi, c'est qui Il y a Sanofi, il y a tout le monde, Pfizer, tout le monde un peu sur le continent. Chacun un peu cherche sa porte d'entrée en fonction aussi des opportunités qui se présentent. Aussi des acteurs publics, de leur réactivité, la prise de conscience de la nécessité d'investir dans le secteur de la santé. Et ça ouvre des portes. Voilà, là, on est au-delà de la présentation, on est déjà dans le cœur du débat, mais on va y revenir tout à l'heure. Je reviens à ta collègue en face, Cathy. Cathy, tu nous as dit que tu as voyagé. J'ai lu que tu aurais pu être journaliste. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un joli métier, journaliste. Pourquoi tu n'es pas journaliste? Écoute, en fait, après mon bac, j'ai eu un accident relativement grave qui a fait que je n'ai pas pu me rendre alors en Martinique, souvent, quand on a le bac, après on part en France pour étudier. Et donc, du coup, j'ai été hospitalisée et je n'ai pas pu partir. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas pu m'inscrire et je me suis inscrite comme ça, en psychologie, en attendant. Et puis, finalement, la psychologie m'a plu et je suis restée en psycho. Qu'est-ce qui t'a plu? Eh bien, j'aime bien... Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime beaucoup... Enfin, je suis très curieuse, en fait, et j'aime comprendre le fonctionnement, j'aime comprendre comment les gens interagissent, j'aime comprendre ce qu'ils ressentent, et j'aime aider les gens à comprendre. Et en fait, quand j'ai commencé à étudier la psychologie, j'ai trouvé ça tellement... C'est un monde tellement vaste, avec tellement de connaissances, tellement de choses curieuses, en fait. On n'imagine pas à quel point l'inconscient a des répercussions sur nos choix, etc. Et du coup, je suis restée. Je suis restée en psycho et j'ai continué. Et puis c'est un métier un peu comme Laetitia. Laetitia est utile, en fait. L'idée, c'est d'utilité. Toi, tu es archi utile. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, et encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui où la société va mal et où les gens sont mal. Comment va la Martinique, alors? La Martinique va mal. Pourquoi? Tu veux qu'on rentre dans ce débat-là? Oui, pourquoi? Parce que tu vois ça, précisément. Oui. Le mal-être, tu le vois venir chez toi. Et toi, tu es spécialisée donc, dans l'accompagnement des adolescents, notamment? Non, je n'ai pas de spécialité, en fait. Je vois les ados, je vois les enfants, je vois les adultes. Je vois tout le monde, en fait. C'est vrai qu'on m'a un peu mise dans la case enfant parce que j'ai écrit pour les enfants. C'est pour ça que je me suis permise de le dire. Souvent on me... Mais je travaille avec tout le monde et je trouve que... Bon, après, je pense que c'est pas la Martinique seulement qui va mal. Hein. Je pense que le monde va mal et je crois qu'il est temps... Enfin, on le dit à l'échelle, à notre échelle. En 1939, le monde allait super mal. Hein. En 1945, le monde allait super mal. En 1974, le monde aussi allait mal. En 1900, la guerre du Golfe ou je sais pas quoi. En 2001, mon Dieu, quand ils sont venus attaquer le monde allait mal aussi. 1900, le monde allait mal. En fait, c'est des histoires de génération. On voit midi à notre porte, non? Peut-être que je fais l'imbécile un peu, mais c'est vrai que à chaque époque correspondent à la fois les progrès et les régressions. Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia? Je suis d'accord que vraiment, il y a des contextes comme ça qui varient au fil du temps. On est confronté à des contextes un peu particuliers. Donc, je ne dirais pas que c'est cyclique, mais par mots, peut-être périodique. Mais toi, tu as acquiescé quand Cathy disait ça, et bon, moi, je te challenge un petit peu. Qu'est-ce qui, pour toi, exprime... Alors, on voit les choses comme avec notre bagage et puis notre époque. Qu'est-ce qui, pour toi, seraient les critères de ce mal? Bon, bien sûr, il y a la guerre, mais qu'est-ce qui, pour toi... Est-ce que tu es d'accord avec ça, d'ailleurs? Oui, je suis d'accord avec le fait que le monde, de façon générale, va mal. Et je pense que... Comment tu l'apprécies, ce mal? Je pense que le mal, pour moi, en partie, peut-être pas
de façon générale, mais en partie, je pense qu'il y a un souci au niveau des rapports aujourd'hui. Entre les gens. Voilà, entre les gens, les rapports mondiaux, entre les pays, les continents, les personnes. Donc, il y a des dynamiques qui changent, des modèles qui s'essoufflent, qui ont besoin d'être revisités, des gens qui ont besoin d'être revalorisés. Et donc, on le ressent de plus en plus et chacun l'exprime à sa façon, d'autres en parlant, d'autres en criant, d'autres... Peut-être qu'on crie plus maintenant, et on sent qu'on est sur la crête, c'est une espèce de voilà. fil un peu, non? Oui, je pense. Et en Belgique, comment les gens vont? Je dirais pas qu'ils vont mieux, parce qu'ils ont tout aussi ils ont de gros problèmes d'ordre économique. Essentiellement, c'est quand même un des gros sujets depuis la crise sanitaire. Les choses vont moins bien, les gens ont du mal à joindre les deux bouts, le chômage qui grimpe. Donc je pense qu'eux aussi vont relativement moins bien. Et au Gabon? Au Gabon, c'est tout aussi difficile, je pense. On est dans une période assez sensible parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu ce changement de pouvoir. Il y a eu un coup d'État. Et le coup d'État. Et donc, c'est toujours des situations assez délicates, je pense. Et on est dans une période d'observation où on souhaite que les choses se stabilisent, revues et que surtout qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est ce que les populations espèrent. C'est vrai, enfin je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais quand on regarde les nouvelles par exemple, on a l'impression on oublie qu'on veut juste la paix. Voilà. Chacun veut. À l'époque, nos grands-parents disaient « Donnez-moi ma paix ». Tu sais, on veut juste être tranquille, quoi. Arrêtez, donnez-nous notre paix. Et alors toi, comment tu apprécies ce mal-être martiniquais, donc ça, qui arrive peut-être dans ton cabinet? Oui, mais pour rebondir sur ce que disait Laetitia, je crois qu'il y a surtout une perte de sens, en fait. Il y a une perte de sens. Et à mon cabinet, c'est vrai que je reçois beaucoup de... alors, pour les adultes, par exemple, on est vraiment dans... Il y a beaucoup de burn-out, avec beaucoup de gens épuisés et qui ne trouvent plus de sens à leur vie. À leur profession, tout est remis en question. Pour moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une espèce de machine à laver où on remet tout en cause. On remet tout en cause. Les valeurs sont... On a le sentiment, en tout cas moi j'ai le sentiment que les valeurs sont inversées, que ce qui était bien devient mal et ce qui était mal devient le bien. Une remise en question d'énormément de choses. Exactement, une remise en question. Et puis je crois qu'au niveau des médias, comme tu dis, on allume la télé et en fait on ne voit que ce qui est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses, bien sûr. Ça n'est pas mis en avant. Et c'est ça la chose. C'est qu'on ne met pas assez en avant ce qui va et ce qui est beau. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut montrer, on fait le buzz avec ce qui ne va pas, ce qui est mauvais. Mais c'est ça aussi, enfin, qui remonte des réseaux sociaux, qui ont pris une place très importante dans nos vies. Et ça a été étudié, les mauvaises nouvelles, les choses les plus dramatiques, les bad buzz, circulent 6 fois plus vite que les bons buzz. On va te dire, le train arrivé à l'heure, ça va être relayé beaucoup moins que le train arrivé en retard, mais le train arrivé en retard, donc ça déclenche, etc. C'est ça. Malheureusement. Et toi, au niveau de ton cabinet, en fait, c'est ton travail, tu arrives à faire à accompagner les gens vers des choses qui seraient plus positives, plus lumineuses. C'est ce que j'essaye de faire, mais j'avoue que c'est de plus en plus difficile parce que autour, il n'y a pas de relais, en fait. Oui. Donc, c'est vrai que quand la personne vient au cabinet, déjà, si elle vient, c'est qu'elle a une prise de conscience et qu'elle a envie que ça change. Donc, elle va se donner les moyens. En tout cas, je vais essayer de l'aider à se donner les moyens. Mais ce n'est pas évident, en fait, de rester la tête hors de l'eau quand, en fait, on nous balance des mauvaises nouvelles, qu'on nous balance que des choses terribles, quoi. Donc, je crois que, il faudrait qu'on inverse un petit peu les choses. Oui. On fait un premier stop, ça vous va? D'accord. Focus. Alors, dans Focus, je voudrais qu'on revienne sur un fait récent. Au moment où on enregistre cette émission, je crois qu'on est le 26 avril. Donc, il y a quelques jours, en France, on a célébré le 80e anniversaire du droit de vote des femmes. Voilà, donc c'était le 21 avril 1944 en France. Et alors, je suis tombée sur une infographie fort intéressante du journal Le Monde
qui fait le point sur le monde, en fait, précisément. À quel moment les femmes dans le monde ont accédé, quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote pays par pays. Donc voilà, donc en France c'était le 21 avril 1944. Alors il y avait eu une première tentative à l'occasion de la Révolution française, c'était 1791. C'est Olympe de Gouges qui avait présenté son droit des femmes et de la citoyenne, mais ça n'a pas fonctionné. Les gars à l'époque, ils n'étaient pas trop pour en France. En tout cas, le droit de vote dans le monde, les premières à l'avoir obtenu, eh bien, ce sont les Néo-Zélandaises, nous dit donc cette infographie très intéressante du Monde. Les Néo-Zélandaises, c'était en 1893. Et puis, en Europe, les Finlandaises montrent la voie en 1906. Et puis, alors ce qui est rigolo, c'est que, enfin, c'est pas très rigolo d'ailleurs, dans certains pays, les femmes obtiennent le droit de vote, mais pas toutes les femmes. Okay, par exemple, en Australie, les femmes blanches obtiennent le droit de vote dès 1902, mais les aborigènes n'ont pas le droit de vote. Au Canada, il faut attendre 1948 pour que le droit de vote qui est accordé aux femmes canadiennes blanches soit accordé aux indiennes, par exemple. Voilà. Et puis aujourd'hui, d'après vous, quels sont les pays où les femmes n'ont absolument pas le droit de citer ? En Orient. Où est-ce ? Afghanistan, et puis oui, voilà, on en parle souvent. Afghanistan et puis Iran, c'est pas la peine. Elles n'ont pas le droit de vote. Ouais. Voilà, donc peut-être un mot sur ça, droit de vote, les femmes, histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia ? Ça s'appelle ou pas une remarque ? Une remarque, je dirais que c'est bien, pour être politiquement correct, je dirais que c'est bien dommage, en tout cas pour ces pays-là, parce qu'aujourd'hui, je pense que la place de la femme sur l'échiquier mondial est clairement avérée. Donc, si on est encore en 2024 à avoir des pays où les femmes n'ont pas le droit de voter, c'est juste aberrant. Et les femmes entrepreneurs, toi, tu es une femme entrepreneur. Toi aussi, tu es une femme entrepreneur avec ton cabinet. Oui. C'est pas aussi répandu non plus, ou ça l'est, ou ça se, comment tu vas dire, ça se normalise, ça se démocratise. L'entrepreneuriat chez oui, les au femmes féminin. C'est d'ailleurs le thème, enfin c'est le thème du congrès. Du congrès. Disons que maintenant il y a cet éveil, cette volonté aussi des femmes de se démarquer, de montrer leur potentiel, montrer de quoi elles sont capables. Et je pense que c'est dans cette optique-là aussi que Aurélie organise cet événement depuis quelques années. C'est permettre déjà aux femmes de prendre conscience de leur potentiel et pouvoir les accompagner, déjà l'extérioriser et ensuite le potentialiser et montrer à quel point on peut faire de belles choses. Je ne serais pas en train de parler en termes de comparaison avec les hommes, mais je dirais simplement que voilà, on peut faire des choses tout aussi importantes, impactantes que les hommes. Et puis, il y a des études scientifiques, économiques qui ont déjà démontré clairement l'importance de la femme dans les enjeux mondiaux. Moi, si je reste dans le secteur de la santé, je dis souvent qu'en Afrique, en Asie, du Sud-Est, sur les 30 dernières décennies, rien que le fait qu'ils aient réussi à investir sur la santé de la femme, réduire le taux de morbimortalité de la femme et des enfants, ils ont gagné 30% sur leur croissance économique. Donc autant dire Afrique. En Asie du Sud-Est. En Asie, oui. Donc autant dire avec des chiffres pareils que la place de la femme voilà, dans les enjeux aujourd'hui, elle est clairement évidente, avérée. Sachant que, dernièrement, je crois que c'est la semaine dernière, on parlait d'un rapport, des conclusions d'un rapport d'une direction de l'ONU sur la santé sexuelle notamment et les droits reproductifs. Précisément, la mortalité, il y a une espèce de stagnation, c'est-à-dire que ça a bien progressé puis ça stagne, parce qu'il y a un intérêt qui peut être un peu limité, tu vois, sur ces questions-là. Donc il y a encore, ça montre qu'il faut progresser encore. Bien sûr. Oui, il faut continuer à progresser. Un petit mot, ça serait juste justement d'abonder et de dire que nous sommes complémentaires en fait, les hommes et les femmes. Bien donc je pense que les droits sont, voilà, on se complète. On se complète. Ok. Alors l'autre info focus que je voulais aborder avec vous, je vous propose qu'on regarde ces images-là, puis on en parle après. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Citizens of America. The so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat.
at the hands of the United States military. Mr. President, do you agree the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Bloody. Every time I survived a war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. Donc c'est la bande-annonce de Civil War qui est sortie le 21 avril. Il est sorti en même temps en Martinique. Un film très très dur. Donc c'est guerre civile. Alors on vous met, comme d'habitude ici, dans l'émission Femmes, on met les bandes-annonces en VO. De temps en temps, il y a du sous-titrage, il n'y a pas de sous-titrage. Vous avez compris, c'est la guerre, c'est une guerre civile aux États-Unis. Oui. Je trouve que la bande-annonce, c'est presque spoil un peu le truc, mais bon, guerre civile aux États-Unis, il y a les forces, Western Forces, donc du Texas et de Californie, qui montent vers Washington. Ouais. OK ? Et alors, pourquoi je passe ça ? Donc, on passe pas cette émission, cette bande-annonce comme ça. C'est parce que l'héroïne, c'est une femme, donc qui est incarnée, qui s'appelle donc Lee Smith, et qui est incarnée par cette femme que vous avez reconnue, Kirsten Dunst. Je ne sais pas si je dis bien. Et c'est dur, hein, il y a des scènes d'une violence inouïe, mais voilà, c'est cette femme qui est photojournaliste et qui va sur le front. Et il y a une jeune femme aussi, donc c'est une espèce de tutorat, on la voit d'ailleurs, l'autre femme. Oui. D'ailleurs, cette jeune femme, si j'ai quelque chose à dire, bref, voilà. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous n'avez pas vu voilà, mais voilà, cette photojournaliste qui va au bout et qui filme la guerre. Sa spécialité, c'est d'aller sur les guerres et de couvrir les guerres. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Enfin, ça vous donne envie d'aller le voir ou pas ? Laetitia, oui, non ? Oui, je suis curieuse. Voilà. Je serais curieuse d'aller le voir. Voilà. Parce que je trouve que dans le scénario, c'est assez osé d'imaginer une guerre civile qui arrive en plein cœur de Washington. Bon, en même temps, pour moi, le film a été réalisé par Alex Garland. Pour moi, c'est une extrapolation de ce qui s'est passé au Capitole, hein, il y a quelques années. Oui. Hein. Les types sont entrés dans le sein des saints aux États-Unis. Hein, ouais. Les gars sont entrés dans le sein des saints aux États-Unis. Et là, il y a une campagne électorale, je ne sais pas si vous la suivez. Mais bon, ils sont entrés. Donc, c'est une extrapolation de ce qui s'est passé peut-être au Capitole, avec beaucoup de... Enfin, peut-être... Bon, vous savez que des fois, les cinéastes sont un peu visionnaires. Exact. Oui, c'est un peu dans ce sens-là que je me dis, bon, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais bon, voilà. Donc, il n'y a pas de... C'est assez intéressant, moi, je trouve. Donc, et notamment ces scènes qui sont très crues. Et puis, ce travail, c'est filmé au plus près de cette journaliste qui filme les choses. Et avec beaucoup de sang-froid. Mais voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et puis voilà, mots de femme, on continue. Alors, on y faisait allusion au début. On a parlé de l'état de la Martinique, on a parlé d'inversion des valeurs, on a parlé de crise, peut-être de climat un peu anxiogène. Et alors, on l'a évoqué dans ta présentation, Cathy. Oui. Mamie Ayuda, tu nous as dit que tu es partie en Amérique latine. C'est pour ça que ta mamie s'appelle Ayuda ? Yes. Oui. Pourquoi ? Où est-ce que tu as rencontré Mamie Ayuda, toi ? Mamie Ayuda, je l'ai rencontrée dans ma tête. Oui. Mais Ayudar, aider en espagnol, voilà. Et c'était le petit clin d'œil à ça. Et donc, quel est le projet de ces livres ? Donc, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as voulu faire et pourquoi tu l'as fait ? Alors, tu vois, c'est vraiment dans la lignée de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec Mamie Ayuda,
mon désir, c'est vraiment de donner à cette mamie bienveillante, parce que c'est une mamie bienveillante qui rassemble tous les mercredis après-midi ses petits-enfants et 4 copains de ses petits-enfants pour parler de ce qui est difficile pour eux, pour parler aussi de leur environnement, de la vie, et pour leur donner des valeurs, pour les aider en fait à avoir des valeurs humanistes, tout ce que je trouve qui manque un peu, et permettre aux enfants de travailler autour de la solidarité, autour de l'empathie, autour de l'amour en fait. Voilà, et en fait c'est ma contribution justement à inverser les valeurs du monde d'aujourd'hui. Voilà. Et alors, dans le premier, donc, sous le Kennedy de Mamie Ayuda, apprentissage, les premiers mots, c'est il y a des conditions, en fait, pour venir sous le Kennedy. Exact. Écouter, ne pas juger. On a du mal à ne pas juger. C'est dur, hein, Laetitia, ça, non? C'est difficile de ne pas juger, parce qu'on a nos habitudes. Qui m'a dit, mademoiselle Café, pourquoi elle fait ça et moi, je n'aurais pas fait? Bon, voilà. C'est pas évident. Ne pas juger. Parler avec respect. Apporter sa contribution. C'est important aussi apporter sa contribution. Tu es dans un groupe, tu vois ça, tu sais, tu es dans un groupe, ça t'arrive, puis tu dis, bon, on va participer, tout le monde participe, puis tu as des gens qui arrivent et puis qui sont sceptiques, tu sais, qui sont là dans le coin, puis qui attendent et tout, qui disent, ah ouais, j'ai pas envie d'être là, machin, tu vois. Et donc, c'est presque, ça témoigne presque de manque de respect aussi à l'égard du groupe. Donc, c'est important, apporte ta contribution. Mais il ne faut pas qu'on te juge. Donc, c'est ça que tu veux dire aux enfants. C'est ça. C'est ça que je veux dire aux enfants, aux adultes aussi en fait. Hein. Et en fait, petit à petit, de prendre, puis aussi de les amener à discerner, à prendre conscience de ce qui est bien, ce qui est mal. Oui, tu vois, ça c'est super important pour moi. Mais dernièrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dernièrement j'entendais quelqu'un faire la distinction. Non, c'était quelqu'un qui était à ta place la dernière fois, ici, qui est Aneta Vetekogolo, qui est une universitaire, mais qui faisait la distinction entre la connaissance et le discernement. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que comme on est très pressé de juger, on ne connaît pas, on dit je sais, et puis hop, voici, c'est blanc ou noir, c'est vrai, c'est bien, c'est mal. Mais elle faisait la distinction, j'ai trouvé ça très intéressant, la connaissance et le discernement. Oui. Toi, au niveau de... C'est une transition, tu as vu la transition tout à fait naturelle, Laetitia. Toi, aux gens parce que tu fais le lien entre santé et opportunité d'affaires, tu connais bien le territoire dont tu parles. Ça parle de ça, non? Ça parle des faits et chiffres, de ta connaissance du territoire africain. C'est l'objectif, on doit atteindre. Il faut avoir une pas parfaite, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais avoir un maximum d'informations, une connaissance relativement fine de l'environnement dans lequel on veut travailler ou évoluer. Mais toi, tu travailles avec qui? Avec quel type de partenaire? Tu travailles avec Semen, qui veut dire semence. Oui, semence pour dire voilà la volonté de planter quelque chose, laisser apporter ma contribution, contribuer à ma manière, en espérant que ce soit qu'il y ait un impact positif. Mais on travaille avec un peu tout le monde, hein, je dirais. Si on doit parler en termes de cible, toutes les sociétés, les acteurs économiques qui sont déjà sur place, ceux qui veulent s'investir en Afrique, les autorités publiques qui ont envie aussi d'être un peu mieux outillées, mieux orientées, qui ont envie d'améliorer leur stratégie, les associations, les fondations, les ONG, des jeunes entrepreneurs qui veulent s'investir dans la santé. Parce que c'est vrai, quand on parle santé, on pense toujours à des budgets énormes. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses que l'on peut faire en rapport avec la santé sans être obligé d'avoir recours à des financements trop importants. Mais tu travailles aussi dans le cadre de programmes de coopération, non? Un cadre peut-être plus global, même si effectivement ça n'apporte pas forcément des investissements en matière de santé ne sont pas forcément peuvent ne pas être très importants, mais c'est peut-être sous l'ombrelle entre guillemets de programmes de coopération entre l'Europe par exemple ou non? Pour l'instant, j'ai pas encore travaillé sur cet aspect coopération Europe. C'est beaucoup plus avec des acteurs privés. D'accord. Un des objectifs, c'est aussi faire prendre conscience aux acteurs, aux privés, leur place aussi, la place qu'ils doivent occuper dans cet investissement, notamment dans le secteur de la santé, parce que dans ce secteur-là, on est encore, en Afrique, on a un peu tout État.
c'est encore une vision, tout doit être fait par l'État. Voilà. Et donc c'est important aussi que les sociétés, les entreprises, ces grosses structures qui sont déjà implantées puissent aussi prendre conscience de du rôle qu'ils ont à jouer dans cette... dans ce combat, je dirais. Dans ce combat, parce que les choses ne vont pas forcément s'améliorer, entre guillemets, sauf si on prend le taureau par les cornes. Dans cet article, il me semble que c'est dans cet article-là que tu fais allusion effectivement aux décisions de la COP28 en matière de santé. Il y a des incidences directes entre le réchauffement climatique, la transition écologique, et puis la santé. Les températures grimpent, où il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie. Bien sûr, il y a des impacts. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du paludisme, qui est l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a des mutations génétiques chez le plasmodium, qui est le parasite responsable du paludisme. Et donc, c'est bel et bien lié à tous ces changements climatiques. Et ces mutations, ils s'adaptent, le climat, ils s'adaptent aussi aux médicaments qui sont pris un peu à tort à travers l'automédication. Donc, tous ces paramètres-là font que si on ne prend pas les choses... on ne se rend pas compte qu'il faut agir maintenant, ben on va de toutes les façons au-devant de situations encore plus complexes et plus difficiles que ce qui existe. On a déjà du mal à éradiquer des pathologies, les maladies infectieuses transmissibles qui sont déjà les problèmes quotidiens de l'Afrique. À côté de ça, on a quand même une montée des maladies émergentes, non transmissibles, le diabète, les cancers et autres. Et si à côté de ça, on doit maintenant se confronter à un nouveau genre de zoonose, ce serait encore plus dramatique si on ne décide pas d'agir. Donc toi, il y a une fonction de plaidoyer vraiment quand même, à l'égard des privés. Et j'ai envie de dire une ânerie peut-être, mais pourquoi on ne trouve pas un truc contre le moustique, s'il vous plaît? Ça rendrait service à tous les pays, y compris à nous et voilà, à tout le monde entier, non? Ça pourrait être présenté comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une approche vraiment de plaidoyer, c'est-à-dire que faire comprendre aux gens qu'il faut investir dans la santé, parce que ça va améliorer la qualité des soins, l'accès aux soins, qu'ils comprennent aussi que si on part sur le plan économique, c'est vraiment un domaine d'investissement qui est rentable. C'est des milliards. C'est des milliards. Voilà, et ça, c'est l'une des... Je dirais, une des problématiques pour moi, cette approche en Afrique qui est toujours orientée vers l'aspect humanitaire, social, uniquement de la santé. Oui, c'est business. Voilà, oubliant que c'est d'abord... Oui, c'est pas mal. L'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est pas mal. Voilà. Et c'est pas c'est pas contre l'éthique de dire qu'il y a de l'argent. Si on n'investit pas, si on met pas de l'argent dans la santé, on n'aura pas de la... De toute façon, certaines personnes opposent les deux. Oui. Et c'est paradoxal, alors que les deux vont ensemble. Donc, il faut qu'il y ait cette éthique, il faut aussi qu'il y ait ce financement pour qu'on puisse avoir des soins de qualité et il y a une répercussion clairement économique. Un retour sur investissement. Sous le quénétier de Mami Ayuda, les petits personnages, ce sont les mêmes. Donc il y a Joanie, Elena, ce sont les mêmes qui apprennent, donc qui ont à progresser donc dans l'apprentissage des valeurs, qui sont nos valeurs, qui font tenir la société. Oui, mais en fait, ils amènent plus en fait leurs difficultés et Mami Ayuda les aide à comprendre en fait. L'objectif, en fait, la colonne vertébrale de mes livres, c'est vraiment le travail autour de l'estime de soi et de la confiance. Donc, en fait, en les amenant justement à réfléchir, à parler, à s'entretenir, à échanger, on est dans petit à petit la construction de l'estime de soi, la construction d'une confiance plus forte, la compréhension de leurs émotions et donc du coup la connaissance de soi. Est-ce que toi, tu as eu dans ton parcours, donc tu as dit qu'à 18 ans, tu avais un rêve, tu voulais être journaliste et c'est un métier de vocation, un peu comme devenir gynécologue, obstétricienne. Tu as eu cet accident, tu n'as pas plus écrit que ça, mais tu as dû revoir tes objectifs et bon, finalement tu es rentré dans ce milieu psy, etc. Est-ce que tu as eu, ça a pu porter un coup à ton estime, enfin l'estime de soi, à ta confiance en toi? Et comment, si c'était le cas, ou peut-être pas, tu t'es reboosté? Alors en fait, je voulais être journaliste, mais je voulais être aussi prof. Je voulais être plein de choses en fait. J'étais très curieuse. Voilà. Ouais, j'étais très curieuse. Et je crois qu'en fait, à mon adolescence, comme je cherchais mon estime de soi, je pense qu'elle était relativement stable. Oui, je pense. Et j'étais assez
chercheuse de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, et je crois que c'est pour ça que je suis allée vers ce chemin-là, parce que une chose qui m'a toujours intriguée, c'était de me dire comment une pensée peut changer ton émotion. Comment tu peux être là, tranquille, et puis il y a une pensée qui passe, tu es contente, tu es joyeuse, et paf, la pensée passe et tout d'un coup, tu es triste. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours travaillé. Et du coup, je crois que c'est pour ça que je suis allée en psycho, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et tu sais comment ça marche pour ne pas changer? Pour rester toujours avec le sourire, même quand la pensée passe. C'est de laisser passer la pensée et de revenir sur ce qu'on est en train de faire. Et même si c'est difficile, c'est de comprendre aussi que les émotions, elles sont normales. Même si on est triste aujourd'hui, demain on sera joyeux et que les émotions, c'est justement comme le temps, ça va, ça vient. Ouais. Ça va et bien, il faut accepter ça. Il faut accepter ça, ouais. On n'est pas Superwoman tout le temps. Non, exactement. Comment tu travailles l'estime de soi, toi? Tu as eu des moments, tu as toujours été aussi sûre de toi, aller faire des conférences pour parler du potentiel, de libérer le potentiel? Non, vous m'auriez dit ça. Vous m'auriez dit il y a 4 ans, 5 ans, je vous aurais dit non, pas possible. Mais pourquoi? Il y a eu des moments où tu n'étais pas sûre de toi? C'est pas tant que j'étais pas sûre de moi, mais c'était pas spécialement mon profil. J'ai toujours une vision recherche, travail. Donc voilà, je suis quelqu'un de cérébral à la base et j'aime bien les challenges cérébraux. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis retrouvée à faire de l'intelligence économique. Au départ, ça me paraissait tellement vague, abstrait, mais je voulais comprendre. Tu vas nous expliquer ce que c'est d'ailleurs. Je voulais comprendre. Et au final, c'est pas grand-chose. C'est cette capacité à pouvoir obtenir des informations, les analyser et puis les diffuser de façon positive pour que les gens en face ils puissent prendre des décisions. C'est la base en réalité. Exactement. Et cette intelligence-là, économique, parce qu'on est dans un environnement économique ou la sphère économique, on le fait au quotidien. Chacun dans son environnement. On est obligé. C'est ça qui précède l'action. Exactement. Sinon, tu fais le truc à vue et c'est pas exactement. Et donc l'information permet de développer des stratégies, d'influencer une décision et en fait et c'est ça. Mais sur le coup, ça paraissait tellement abstrait et donc je me suis dit plutôt que de reprendre des études de médecine, autant s'intéresser à quelque chose de nouveau et comprendre. Mais en parlant d'estime de soi, jusque quand je me suis retrouvée face à ce dilemme de l'équivalence. Oui, parce que on rappelle, tu étais en Belgique. Tu avais fait tes études, tu avais ton diplôme, tu étais docteur. Voilà, docteur, prête à rentrer chez moi, où tout le monde m'attendait parce que c'était déjà prédéfini. Laetitia, gynéco, tu viens travailler tel service, tu feras ci comme ça, dispenser des cours. Et puis là, du jour au lendemain, il y a une bonne nouvelle, parce que c'est une promotion pour mon mari, mais qui pour moi n'est pas forcément la bonne. Donc c'est déjà assez difficile. Et puis d'arriver à une période de sa vie où il faut choisir entre vie professionnelle et vie privée. Et c'est pas évident. Je décide quand même de pas prendre cette option qui n'est pas vraiment une option pour moi, donc la reprise des études, mais sans savoir vraiment vers quoi je vais. Et à ce moment-là, ça a été une grosse période de remise en question, de doute, je me suis dévalorisée énormément. Je peux dire que j'ai déprimé et j'avais vraiment du mal même avec le fait d'être appelée docteur. Parce que je me disais que... Je n'étais pas légitime? Oui, j'étais plus légitime de ne pas aller dans un hôpital, de plus opérer, de plus faire les accouchements. Et voilà, ça n'avait plus de sens. Et il m'a fallu beaucoup de temps, il a fallu des gens pour ça. Et vraiment, je dirais, vraiment, c'est mon homme qui m'a vraiment reboosté, qui a été mon psychologue, qui m'a dit que ça ne changera jamais, c'est un contexte, c'est quelque chose, mais tu es docteur, tu es toi. Et il faut que tu en prennes conscience. Et bizarrement, ça m'a pris du temps. Et puis, à un moment, je me suis dit, si les choses étaient prévues comme telles, parce que moi, je suis croyante, et je me suis dit, si les choses sont prévues comme telles, qu'elles se fassent. Et j'ai décidé du jour au lendemain que je ne devais plus pleurer, que je devais arrêter de m'apitoyer sur mon sort, que j'étais capable de faire des choses. Et là, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette intelligence économique, je trouvais vraiment challengeante comme ça, d'avoir réussi, d'avoir créé un cabinet. Qui existe depuis quand, c'est même 4 ans maintenant. Et ça a été une de mes plus belles réalisations. Et surtout de pouvoir rester dans le domaine de la santé. Mais oui. Et avec un impact
que je dirais aujourd'hui un peu plus important que voilà. Que d'être dans ton cabinet ou même dans le blog, même si tu es en direct. Oui, en direct, mais j'aurais aidé peut-être 10 personnes par rapport à un projet qui peut peut-être aider une centaine de personnes. Oui. C'est l'impact, tu as utilisé un mot, c'est l'impact. C'est l'impact. Qu'est-ce que tu dis à ces femmes? Qu'est-ce que tu veux réagir? Alors, en fait, je veux réagir sur le fait qu'elle parle de cette prise de conscience. Parce que c'est ça, en fait, qui constitue l'estime de soi. C'est quand je prends conscience de mes qualités. Donc, il y a un moment où elle a douté, voilà, et au moment où son mari lui dit non, tu es ce que tu es, ben voilà, il y a cette prise de conscience, exactement. Oui. Cette prise de conscience qui va l'amener à revaloriser et à mettre en avant cette estime de soi. Ouais. Mais ce que vous avez prononcé comme mot qui est important, c'est être. Oui. C'est qui tu es. C'est-à-dire qu'à un moment, la fameuse pensée qui te traverse l'esprit te détourne de qui tu es. C'est ça. Tu t'es reconnecté. Il t'a aidé à te reconnecter. C'est ce que tu fais avec les patients qui viennent te voir. Exactement. Et donc, c'est ce que tu dis aux femmes que tu vas voir là, dans le cadre de cette conférence. C'est ce que le message essentiel, c'est quoi? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut croire en soi. D'abord, pour commencer. Non, mais il faut le cultiver. Là, tu sais, tu ne donnes pas la méthode, il faut donner la méthode. Tu vois, il faut croire en toi. Ok, mais comment je fais? Je ne crois pas en moi. Mais croire en soi, c'est déjà ne pas douter de ce qu'on est capable de faire. On peut avoir une idée et tout le monde se dit mais elle est stupide ton idée. Mais du moment où tu y crois, que tu as une vision, il faut au moins essayer, il faut y aller parce que moi, il faut travailler un petit peu, Laetitia. Pardon? Moi, je rajoute, il faut croire en soi et travailler, parce que toi, tu as travaillé. Il faut travailler. Mettre en place ce cabinet, mettre en place ton cabinet, etc. Exactement. C'est pas juste je crois en moi et puis machin. Je crois en moi, j'ai une idée, j'ai un projet et puis C'est ça, il faut être conscient que ce sera pas, c'est pas un long fleuve tranquille, que ce sera pas toujours facile, qu'il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des gens pour te convaincre, essayer de te convaincre que tu n'es pas faite pour ça. Voilà, que tu n'es pas faite pour ça, que tu n'es pas sur la bonne voie. Moi, j'ai voulu dans un environnement qui est très masculin, c'est pas toujours évident, mais voilà, il faut. Je pense que ça part vraiment d'abord de soi, de sa confiance. Et après, il y a aussi les autres autour, l'accompagnement. Et puis se connecter peut-être à ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut vraiment. Ça, c'est important, ça. Donc, les gens qui viennent te voir, parfois, c'est difficile de savoir ce qu'on veut au fond, non? Oui, c'est difficile de savoir, et c'est pour ça que de chercher. En fait, de chercher comment c'est. Alors, quand tu parles de croire en soi, comment je crois en moi? Je crois en moi parce que eh bien, je suis consciente de mes capacités, de mes qualités, mais aussi de mes faiblesses. Parce que soit on se croit faible, on va dire oui, je suis nulle, je ne sais pas faire, ou soit on peut dire on a les deux. Et en fait, cette prise de conscience de mes qualités, c'est pas de la, comment on dit ça, de l'arrogance, tu vois. Des fois, les gens me disent oui, mais non. Voilà, c'est important en fait. C'est cultiver l'estime de soi. Et quand tu parlais de cultiver, c'est ça, c'est de cultiver ça. Et quand on a des faiblesses, c'est bien de voir un petit peu comment on les challenge. Si par exemple je n'ose pas prendre la parole ou je n'ose pas quelque chose, je me challenge et les autres peuvent m'aider à me challenger. Et quand je vois que j'ai réussi, ben, j'ai cette fierté qui va ancrer ce que j'ai gagné. Et ça va cultiver l'estime de soi. Tu vois le terme de culture, en fait, cultiver l'estime de soi. À ce stade de l'émission, comme c'est presque fini, je vais vous poser la question rituelle. L'homme, c'est le moment où on parle d'un homme en particulier. De quel homme tu voudrais parler? L'homme, proche de toi, moins proche. On rend hommage à un homme. Alors, je te mets à l'aise, certaines refusent de parler des hommes ou disent non, j'ai pas d'homme, je parle d'une femme. Voilà, c'est vrai. C'est un peu la rubrique, c'est un peu élargi. Je voulais vraiment qu'on parle des hommes, mais certaines refusent. Donc je t'ouvre aussi cette possibilité, Laetitia. Non, moi ma difficulté, c'est que il y en a trop. Oui, il y en a trop. On va aller le premier. Le premier, je veux bien rendre un hommage à mon père. D'accord. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joseph Makitangadi, comme moi. Oui. Et déjà, c'est grâce à lui, je dirais, ou à cause de lui que je suis devenue médecin. Et la petite histoire, c'est que voilà, il est docteur en agronomie et moi, depuis toute petite, je rêvais de faire la médecine, mais en croyant que mon père était médecin parce qu'on disait docteur. Et ça n'avait pas fait la différence entre le doctorat, qui était le diplôme, et la profession. Et très, très tôt, j'ai dit à mon père que je voudrais être médecin. Il était très, très content, très fier. Il m'a toujours poussée
sur cette voie. Il m'a dit, Laetitia, il faut que tu étudies super vite, pas d'échec. Donc j'étais toujours quelqu'un de très motivé. D'ailleurs, entre le Gabon et le Mali, il y a quand même eu le Sénégal. Parce que mon père m'envoyait, quand j'ai eu mon bac, il m'envoyait au Sénégal, mais les inscriptions, il avait fait en retard, donc j'ai pas pu m'inscrire à la fac de médecine. Et j'étais dégoûtée à l'idée de perdre une année parce que c'était dans ma tête, on perd pas de temps. Et je me suis dit, c'est mort, je vais faire des études d'ingénieur. J'étais en physique-chimie. Et mon père, il a pris son avion, il est venu, il m'a dit, c'est pas possible, tu dois pas abandonner. Et il m'a emmené au Mali, où lui, il avait déjà étudié son agronomie. Et j'ai fait ma médecine générale. Et je suis devenue le médecin que je voulais être et que lui, il a toujours voulu. D'ailleurs, on s'appelle chers collègues, affectueusement. Je vois que tu es médecin. Voilà. Et voilà. Et la deuxième personne, c'est mon homme qui... Ton homme, il n'a pas de nom, ton homme. Arsène. Arsène. Pourquoi Arsène ou pourquoi Arsène est vraiment une pensée très forte parce que ça a été vraiment la période très dure. Vraiment, je ne me souviens pas m'être sentie aussi perdue. Et ça a été... il a été vraiment la pièce maîtresse, la clé, c'est lui qui m'a... L'aide, la pièce maîtresse, c'est toi. La pièce maîtresse, c'est toi. Oui, mais la petite lumière qui a aidé. C'était Arsène Ayouda. Voilà, exactement. Et depuis, dans ces semaines, il m'encourage, il m'accompagne, il est content que je sois en Martinique. Voilà, c'est ces deux personnes à qui je voudrais rendre hommage. Cathy. Elle a dit deux. Hein. Cathy, l'homme. Alors, l'homme. Évoqué. Je crois que ça sera mon premier directeur. Ouais, je pense que ce sera lui l'homme à qui je vais rendre hommage parce qu'il m'a donné une vision du travail. Si tu veux, j'ai commencé en tant que psychologue dans une structure. Et en fait, il m'a repérée, en fait, à un moment donné, c'était à Batelière. Et il m'a donné ma chance. Je considère que il m'a donné ma chance parce que quand on est jeune psychologue, tu vois, les gens n'ont pas vraiment confiance. Surtout que, j'avais 27 ans, 26 ans, mais je faisais 20 ans, 17 ans, je faisais très jeune. Et c'est pas évident, en fait, d'être une femme jeune et psychologue. Donc, cet homme-là, il m'a montré une belle manière de créer une cohésion dans une équipe. Parce qu'il m'a fait confiance et en même temps, je voyais sa manière de manager que je trouvais vraiment incroyable. Je n'ai jamais retrouvé ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais mes affaires, je suis dans mon cabinet parce que c'est compliqué en fait de trouver une équipe où tu sens que la direction met de la vie, met de la bienveillance, met de l'humanité. Et il savait en fait allumer la lumière de chacun. Du médecin à la femme de ménage, en passant par le jardinier. Il avait toujours un mot pour aider l'autre à prendre conscience qu'il était important dans la structure. Tout le monde était important dans la structure. Monsieur Royer, il s'appelle. Ouais, Luc Royer, il est à la retraite, il est en France maintenant. Mais donc tu dis merci. Je dis merci à Monsieur Royer. Ouais. Ok, merci. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Voilà, c'est le moment où on arrive presque... On est à la fin, hein, Laetitia. On est vraiment ravis de t'avoir eu sur ce plateau. Ouais, aussi. Le mot de la femme, donc femme en créole, c'est femme en français. Ok, woman. Le mot de la femme, ce serait quoi? Et puis tu commences à parler créole, là. Ah là, je suis au moins... je pense un tout petit peu quand même après. Le mot de la fin, ce serait quoi? Qu'est-ce que je dirais? Le slogan de semaine, imprimons le futur ensemble. Imprimons le futur ensemble. C'est ce qu'on a fait là sur ce plateau avec toi. Oui. Le mot de la forme, ce serait quoi, Cathy? Soyons des petits colibris et portons notre goutte d'eau à... Notre contribution. Notre contribution, oui. Exactement, au changement qu'on a envie de voir. Voilà. Changement positif. Voilà, il y a un mot qui a traversé ces émissions, c'est contribution. On l'a vu au début et puis on le retrouve maintenant. En tout cas, merci d'avoir apporté votre contribution à FORM et puis à Zitata en venant sur ce plateau. Merci à vous de nous suivre tous les mardis 20h10 avec des rediffusions. Et puis, je vous retrouve avec tout autant de plaisir mardi prochain
avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes que Laetitia et que Cathy qui est avec nous sur le plateau. Bye bye, merci mesdames. Merci. Femme. 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 Femme.